Salut à tous. Ça y est, elle est enfin arrivée. La version ultime de Claude, appelée Claude Sonnet. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a suscité un enthousiasme extraordinaire de la part des gens qui l'ont testé. Le but de cette vidéo est de vous présenter dans les grandes lignes, mais de manière très détaillée, les multiples fonctionnalités offertes par cette version de Claude. Pour ma part, il m'est souvent reproché d'aimer de façon béate toutes les intelligences artificielles que je présente dans mes vidéos. Eh bien, aujourd'hui, au risque de vous surprendre, je vais me livrer à une critique acerbe et tirée à boulet rouge sur cette dernière version de Claude. Je trouve qu'on en fait un peu trop dans la mesure où les experts autoproclamés en intelligence artificielle ont employé des termes comme bluffant, potentiel énorme, alter ego et véritable concurrent de ChatGPT 4o. Pour ma part, on en est bien loin, voire à des années-lumière, et ce n'est pas quelques fonctionnalités nouvelles qui vont faire pencher la balance du côté positif. Mais bien sûr, cela est une observation qui repose sur un critère subjectif. Moi, je vais vous dire pourquoi cette version de Claude Sonnet est un petit peu comme un soufflet qui retombe assez vite après l'avoir utilisé. C'est Barthélémy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur le petit bouton de souscription pour m'aider au développement de cette chaîne. Et nous, on se retrouve immédiatement sur l'interface de Claude Sonnet. Nous voici sur l'interface de Claude, nouvelle mouture. Donc vous voyez que sur la gauche apparaît désormais une barre latérale qui est la même que ChatGPT, qui est la même que Perplexity. Pour ça, on ne peut pas dire que les concepteurs fassent dans l'originalité. Donc, si vous connaissez les autres intelligences artificielles que je viens de vous citer, ben vous savez que ici apparaissent vos chats. Ici, vous avez le bouton pour créer un nouveau chat. Ici, vous avez la possibilité de ne pas conserver la barre d'état en cliquant sur Unpin Sidebar. Bon, moi personnellement, je préfère la garder. Donc l'idée, c'est que toutes ces intelligences artificielles sont caractérisées par leur aspect minimaliste. Donc moi, c'est quelque chose que j'adore. Mais au bout d'un moment, trop de minimalisme tue le minimalisme. Ça veut dire que dès lors qu'on veut chercher une fonction un petit peu avancée, il faut aller fouiller ici, voir ce qu'on nous propose là. Donc, j'aurais aimé en fait, et ça je ne parle pas que de Claude, que l'ensemble des intelligences artificielles bénéficient de boutons faciles d'accès pour les gens qui ne savent pas trop s'en servir, comme pour les gens plus expérimentés. Cela éviterait de se perdre dans des dédales pour trouver l'information que l'on souhaite. Donc, comme je viens de vous le dire, l'historique de vos chats apparaît ici, ou sous une forme un petit peu plus visuelle ici. Vous avez la possibilité dans la barre de chat de choisir votre version de Claude. Donc nous allons procéder à des tests sur la dernière version Claude 3.5 Sonnet. Donc au niveau des abonnements, celle-ci correspond à un abonnement de 18 $ par mois, soit environ 20 € par mois. Et les autres versions sont disponibles de manière gratuite. Donc je pense que c'est celle que vous utilisiez déjà. Et dans les trois cas, ce qui est quand même sympa de la part d'Anthropic, c'est que vous pouvez joindre des images, même si dans les versions plus light, ce nombre sera limité par jour. D'accord? Donc, au niveau des tests générés, eh bien, le test de base que je vous suggère, c'est de tester la valeur et l'efficacité des prompts. Comment Claude répond-il? Quel est le ton par rapport à celui de ChatGPT et celui de Perplexity? C'est ce que nous allons voir dans ce premier test. Donc ici, ce qu'on va faire, on va comparer deux extrêmes. Je vais entrer un prompt pour le tester sur la version Claude 3.5 et sur la version la moins avancée pour voir si les réponses générées diffèrent de manière drastique ou non. Alors là, je vais choisir Claude 3.5 Sonnet, donc moi je me suis abonné, je vous avoue que je me suis abonné pour le tester. Et à la sortie du test, je vous dirai si je vais conserver cet abonnement ou pas. Donc là, je vais simplement lui demander
Donc on va contextualiser un minimum le prompt. Je ne vais pas aller de manière aussi poussée que d'habitude. Donc pour le premier test, avec cette version avancée de Claude, je vais simplement lui dire « J'ai besoin de perdre du poids, peux-tu créer un programme visant à l'amélioration de ma condition physique sur une durée de 15 jours ?» Je lance la manœuvre. Donc, ça, premier point positif, Claude est censé être plus rapide que l'ensemble des autres intelligences artificielles, du moins en ce qui concerne la réponse purement textuelle. Alors ici aussi, je ne vais pas me livrer à des comparaisons de benchmark, de tableaux qui expliquent laquelle intelligence artificielle est la plus intéressante. Il existe plein de vidéos statistiques là-dessus. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Et puis je me dis, même si je vais attendre 3, 4, 5, voire 10 secondes de plus par réponse générée, c'est pas ça qui va changer ma vie. Est-ce qu'on en est à ce point dans une société où tout va vite pour ne pas se permettre d'attendre quelques secondes de plus pour la génération de texte ou d'images? Ok? Donc, c'est encore un avis subjectif, mais après, vous êtes en droit de penser ce que l'on veut. Donc, au niveau de la génération, eh bien ici, voilà ce que Claude me propose. Jour 1, 3, 5, 30 minutes de marche rapide ou de jogging léger. Jour 2, 4, 6, etc. Donc ici, au niveau du contenu, c'est pas mal, mais je trouve ça un peu déstructuré. J'aurais préféré que ce prompt soit décliné en journée ou en demi-journée complète. Donc, ici, ce que nous allons faire. Donc là, je vais lui dire, trop vague, merci de décliner cela en tableau en demi-journée. Je lance le prompt. Donc, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas demandé à Claude qu'il me génère quelque chose de très complexe. Je ne lui ai pas demandé un nombre de mots défini, etc., etc. Donc là, on voit que Claude m'a généré le tableau de manière assez rapide comme je le désirais. Ici, il vous donne des petits conseils nutritionnels supplémentaires. Et ce qu'il y a de bien, un peu à l'image de Perplexity, c'est qu'après la réponse générée, Claude me demande si je veux, par exemple ici, des précisions sur certains exercices ou aspects du programme. Donc là, je lui dis oui. Et là, ce que j'aime bien par rapport à ChatGPT, et ça c'est un point positif, c'est que on en vient donc au même système, comme je viens de vous le dire, de Perplexity. Claude me propose par rapport à la requête initiale les éléments sur lesquels je désire avoir des informations supplémentaires. Donc ici, je vais taper 1, virgule, et je vais taper 4. Donc je veux quelque chose sur les exercices de renforcement musculaire et sur les conseils nutritionnels. Je vais voir si à partir de ces simples numéros, Claude s'exécute correctement. Il le fait, c'est très bien. Donc sur ce point, c'est-à-dire la réponse à une question basique, Claude fait bien son job. Donc ici, on a vu qu'on a fait le test sur la version la plus avancée de Claude. Donc, je vais copier cela. Je vais me rendre sur un New Chat et je vais prendre la version la moins avancée en lui posant la même question. Donc, la version la moins avancée, si vous voulez, c'est celle qu'on pourrait rapprocher en fait, à comparer à la version 3.5 de ChatGPT, celle que vous pouvez utiliser, que vous utilisiez avant l'apparition de ChatGPT 4o de manière gratuite. Donc, on y va. Alors, vous voyez, par rapport à l'exemple précédent, qui déjà ne me convenait pas parce qu'il me disait jour 1, 2, 4, machin, ici, c'est encore plus vague. Donc, c'est normal, la version est considérée comme moins performante. Donc, je vais lui demander exactement la même phrase que tout à l'heure. Décline-moi cela sous forme de tableau en demi-journée pour clarifier l'ensemble. Je lance mon prompt. Et ici, parfait, Claude reprend exactement le tableau que nous avons vu tout à l'heure. Et ici, à contrario de l'exemple précédent, il ne me demande pas de manière concrète si je veux d'autres suggestions. Il me dit, n'hésitez pas
à me recontacter si vous avez d'autres questions, alors que dans la version avancée, il me proposait des suggestions un petit peu plus avancées. Mais bon, vous voyez que pour une réponse à une question simple, je pense que vous n'avez pas besoin de la version la plus avancée de Claude. Voyons ce qu'il en est avec des prompts plus complexes. Je commence un nouveau chat et je vais sélectionner dans ma base de prompts un prompt que j'ai conçu pour créer un email promotionnel. Donc je le copie, je le colle. Donc on va commencer déjà avec la version la moins évoluée pour voir si la version la plus avancée me permet d'avoir de meilleurs résultats. Donc voilà le prompt. Donc le thème c'est email promotionnel. Le rôle de l'utilisateur c'est un spécialiste en email marketing. Le contexte, vous travaillez pour une entreprise vendant des appareils électroménagers avec des exemples. Et le prompt en tant que tel sera: en tant que spécialiste en email marketing, rédige un mail promotionnel pour une offre spéciale de fin d'année sur des appareils électroménagers. L'email doit inclure un objet accrocheur, une introduction engageante, une description des produits en promotion et un appel à l'action clair. Utilise des techniques de copywriting pour susciter l'urgence et l'exclusivité. Adopte un ton chaleureux et persuasif. Structure l'email comme suit: l'objet, l'introduction, la description des produits, l'appel à l'action et la clôture. Donc ici, nous allons tout laisser comme ça et je vais lancer la procédure. Donc c'est vrai qu'au niveau rapidité, Claude dépasse quand même ChatGPT. Mais au niveau du contenu, bon, on peut dire que c'est assez succinct, d'accord? Donc voilà un email promotionnel pour une offre spéciale de fin d'année. Donc objet, dernière chance pour saisir des offres irrésistibles. Chers clients, les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et nous voulons vous faire profiter d'offres spéciales sur une section d'appareils. Bon, on me donne des exemples de produits que je remplacerai par mes produits ou des produits que j'aurais pu indiquer dans le prompt. Donc l'ensemble est assez bien foutu. Je retourne en haut. Je vais dans un nouveau chat. Je sélectionne la version la plus avancée et je colle exactement la même chose. Je lance la procédure. Donc fondamentalement, en termes de densité de caractères, il n'y a pas grand chose de plus. On m'a mis un petit emoji ici. La phrase est un petit peu différente, mais ça c'est normal. Dernière chance jusqu'à 50% sur vos électroménagers préférés. Introduction: cher Monsieur Bidule, l'année touche à sa fin, etc., etc. Donc là le temps est engageant. On voit que l'intelligence artificielle fait comme si elle s'adressait directement à la personne, ce qui en termes de copywriting est quand même meilleur que dans la première version. Mais vous voyez que fondamentalement il n'y a pas non plus un grand écart au niveau de la conception entre la version classique et la version plus avancée de Claude Sonnet. Tout ça pour vous dire que pour comparer réellement les différentes intelligences artificielles, notamment ChatGPT 4o et Perplexity dans sa dernière version, eh bien, il faut quand même un petit peu de temps, effectuer des tests sur la longueur pour voir comment l'intelligence artificielle gère tout ça. Au niveau du texte, on y reviendra un petit peu plus tard lorsque nous verrons ce qui équivaut aux GPTs dans Claude. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est la deuxième fonction fondamentale, c'est-à-dire la fonction vision. Même si cette fonction n'est pas appelée officiellement comme telle dans Claude, elle correspond à la fonction vision de ChatGPT, qui, lorsqu'elle est sortie il y a plus d'1 an, nous avait séduit par les possibilités offertes. On va voir si Claude permet les mêmes choses et surtout si, dans sa capacité d'analyser des images ou d'autres éléments extérieurs, Claude fait aussi bien, moins bien ou mieux que son homologue ChatGPT. Pour être tout à fait objectif et avant de vous parler de l'analyse d'images via Claude, il est vrai qu'au niveau du ton employé utilisé par Claude, l'ensemble paraît en général plus humain, si vous voulez, moins mécanique. Je l'ai constaté à de nombreuses reprises. Donc là, c'est un point positif que nous propose Claude. Il est vrai qu'au niveau de la structuration de certaines phrases, on a moins l'impression d'une certaine systématisation dans la construction des phrases. Celles-ci sont plus variées, plus chaleureuses et humanisent un peu le processus. Donc ça, il faut quand même le reconnaître.
Et c'était la petite parenthèse, la petite aparté que je voulais faire ici. On passe donc sur l'analyse d'images par Claude. Donc pour le premier exemple, j'ai joint ici, en cliquant sur Add Content, une photo du baiser de Klimt, soit un des tableaux les plus connus de la période contemporaine, et je vais demander à Claude, connais-tu ce tableau? Si oui, peux-tu m'en dire plus sur le contexte politique, culturel et d'autres éléments liés à son époque et à sa parution? Parle-moi aussi de son influence dans l'art contemporain. Parfait, oui, je connais ce tableau. C'est le baiser de Gustav Klimt, peint entre 1907 et 1908. C'est l'une des œuvres les plus célèbres de la période dorée de Klimt. Donc, le contexte culturel et politique, les styles et les techniques utilisées, l'influence sur l'art contemporain. Le tableau représente un moment d'intimité universelle transcendant son époque pour devenir un symbole intemporel de l'amour et de la passion. Donc là, c'est parfait. Au niveau analyse d'œuvres d'art, au niveau de ce premier test, c'est très réussi. Je vais tenter une autre approche. Donc dans le deuxième test, j'ai soumis une photo avec la skyline de New York pour voir si Claude était en mesure de distinguer cela. Donc la qualité est moyenne, j'ai fait exprès pour rendre la tâche plus difficile. Et effectivement, Claude reconnaît bien qu'il s'agit de la skyline de New York avec l'Empire State Building au premier plan, illuminé en vert, etc., etc. Bon, c'est vrai que les réponses sont un petit peu condensées, mais si je lui demande « peux-tu m'en dire plus ?», il répondra de manière précise. Donc voilà pour la fonction vision concernant des images basiques. Maintenant, j'aimerais lui soumettre une infographie en PDF pour voir les capacités de Claude dans ce domaine. Alors pour ce faire, voici une infographie que j'ai réalisée dans le cadre de mon kit sur le design graphique. Cette infographie vous explique la différence fondamentale entre le design et le branding. Ok, donc elle est composée de points clés et de sous-catégories. Donc voilà ce que j'ai demandé à Claude sur les bases de l'analyse visuelle de cette infographie. Peux-tu décliner les différents éléments visibles dans cette infographie sous forme de structures détaillées, correspondant aux parties les plus importantes et aux différentes déclinaisons visibles dans le tableau? Voilà ce que m'a pondu, entre guillemets, Claude. Donc là, je lui ai demandé une analyse détaillée. Il n'a fait que retranscrire, si vous voulez, les titres et les sous-titres correspondant au tableau. Donc ici, la notion de détail est un petit peu floue quand même, un petit peu large. Donc je lui ai demandé, à partir de ces points clés, merci de me fournir une description détaillée de l'ensemble des éléments correspondant aux différents numéros. Et ici, j'obtiens un petit peu plus de détails. Voilà, c'est surtout des définitions qui ont été apportées, mais on ne peut pas dire que la notion de détail soit vraiment respectée. Ok, bon, il est clair qu'après, il faut pousser l'intelligence artificielle dans ses derniers retranchements, lui demander vraiment ce que vous voulez. N'oubliez jamais que c'est vous le maître du jeu. Et donc, je lui ai demandé, peux-tu décliner ton analyse sous forme de tableau structuré compatible Excel ou Google Sheets? Donc là, il s'est effectué. Bon, mais je trouve qu'il reste quand même assez généraliste dans ses réponses. Ce tableau peut être directement copié-collé dans Excel ou Google Sheets. Donc ici, j'aimerais lui demander s'il est possible d'exporter directement ce tableau au format Excel. Car le but de toutes ces intelligences artificielles type ChatGPT, Perplexity, c'est leur aspect multimodal, c'est-à-dire que si les intelligences artificielles sont censées nous simplifier la vie, nous rendre le processus de création et de réflexion plus rapide, plus aisé, il faut quand même qu'ils soient capables d'opérer ce genre de fonction. Donc afin de tester cet aspect multimodal de Claude Sonnet, je lui ai demandé, peux-tu créer une version compatible Excel ou Google Sheet afin que je puisse la télécharger directement, ou sinon en PDF. On va voir si cela est possible. Voilà ce que je pensais, ça ne l'est pas. Donc ici, Claude nous propose pour Excel ou Google Sheet, vous pouvez copier le tableau que j'ai fourni dans ma réponse précédente et le coller directement dans une feuille Excel ou Google Sheet. Pour un PDF, vous pouvez copier le contenu d'un document Word ou Google, etc. Donc pour l'instant, pour moi, cette phase du contrat, elle n'est pas respectée. Proposer une intelligence artificielle
n'avance comme l'alter ego de ChatGPT, ben pour moi, je peux vous dire que c'est pas encore le cas. Alors, autre exemple, nous allons lui soumettre un PDF et voir dans quelle mesure Claude est capable d'analyser ce dernier. Donc là aussi, le PDF est extrait de mon kit sur le design graphique. Voilà, il propose en plusieurs pages les différentes règles liées à la typographie. Donc il y a bien une trentaine de pages. Donc à partir de là, j'ai demandé à Claude Sonnette, à partir du PDF joint, merci de tirer les axes essentiels au niveau des différentes parties et de me décliner l'ensemble du contenu en article de blog d'au moins 1000 mots, le tout de manière structurée, et j'ai oublié un et détaillée pareil, et parfaitement mise en forme, caractère gras souligné selon l'importance des titres. Donc ici, les titres sont bien en gras. Et la génération de cet article de blog n'a mis que quelques secondes. Donc ici, au niveau vitesse d'analyse et réponse à ma question, c'est vrai que au niveau vitesse pure, Claude dépasse ChatGPT. Est-ce vraiment important? J'en sais rien. Est-ce vraiment un critère de sélection? J'en sais rien non plus par rapport à ChatGPT. En tout cas, pour l'analyse de PDF, et ça j'ai fait plusieurs tests, Claude est particulièrement performant. Après, comme je dis souvent, pour voir ces vraies possibilités, il convient quand même de le tester sur une période de plusieurs jours. Ce n'est pas en 2 ou 3 tests qu'on va considérer la pertinence ou non d'une intelligence artificielle. Souvenez-vous, avec ChatGPT, on a vu au cours des mois que selon ce qui se passait au sein de la boîte de Sam Altman, eh bien, parfois il y avait des fluctuations et dans la rapidité des réponses, mais aussi dans leur qualité. Donc, juger une intelligence artificielle qui vient de sortir il y a une semaine dans sa dernière version, c'est pas évident d'avoir un avis définitif. Et je pense que parfois on s'emballe pour des nouvelles fonctionnalités qui dans l'absolu ne sont pas si importantes que ça. Donc on a vu les textes, l'analyse d'images, l'analyse de PDF. Nous allons maintenant aller un petit peu plus loin dans nos investigations. Alors au niveau des nouvelles fonctionnalités, celles qui sont plutôt sympas, alors regardez ici en haut, vous avez ces 2 petits curseurs. Quand vous cliquez dessus, alors d'abord ce qui est bien avec ça, c'est que ici Claude vous conserve une historique visuelle des différents éléments que vous avez joints pour une analyse, donc ça c'est plutôt sympathique. Ici vous pouvez choisir le type de police préférentielle, mais ce qui est vraiment important ici, c'est ce bouton Most Intelligent Model. Donc quand vous cliquez sur Learn More, vous allez aller sur cette page. Cette page va vous permettre ici d'obtenir votre numéro d'API. Qui dit obtention du numéro d'API dit obtention de nouvelles fonctionnalités prévues, on va dire, par Claude. OK. Et en fait, si je recommence le processus, donc je fais Learn More, donc vous voyez que j'arrive bien sur cette page, j'ai bien mon accès API. Et donc, une fois que vous avez tout ça, vous arrivez sur cette page. Donc cette page vous donne droit à l'équivalent de 5 $ en crédit à utiliser gratuitement pour justement ces nouvelles fonctionnalités. Donc ces nouvelles fonctionnalités se résument en fait à faciliter la génération de prompts. Donc ici, la première chose qu'il faudra faire, donc, c'est d'obtenir votre clé API, de cliquer sur Create Key. Si j'ai un conseil à vous délivrer, c'est que une fois créé, ensuite il est impossible de récupérer une clé API. Donc je vous conseille vraiment de sauvegarder ces dernières sur un fichier local, Word, Edit, texte, que vous voulez, pour les conserver. Et donc une fois que j'ai cela, je vais pouvoir bénéficier donc de ces nouvelles fonctionnalités qui sont, avouez-le, bien cachées. Donc une fois que vous avez procédé à tous ces éléments, votre clé API, etc., il va falloir cliquer sur Claim, parce que si vous cliquez ici, ça ne fonctionnera pas. On va vous dire, vous n'avez pas payé les 5 $. Donc vous cliquez sur Claim. Voilà. Vous précisez votre numéro de téléphone. Et puis vous confirmez grâce à un code de vérification reçu sur votre smartphone. On retourne ici. Voilà, après toutes ces turpitudes, après avoir réclamé les 5 $
en ayant reçu, je vous le montre ici, votre code de vérification anthropique et le blablabla, blablabla, eh bien j'ai tout rentré. Normalement il faudrait que je clique ici sur Generate a Prompt. Eh bien vous essayerez, moi personnellement ça ne fonctionne pas. J'ai vu d'autres vidéos où cela fonctionne, c'est très bien. Donc j'ai redemandé les 5 $, j'ai redemandé le code, on me dit que celui-ci a déjà été généré. J'ai rafraîchi la page, j'ai relancé internet. Bon, je suis allé ici pour tester également. Et lorsque je tape le prompt que je veux demander pour générer un prompt, celui-ci ne fonctionne pas. Est-ce que c'est mon navigateur? J'en sais rien. Donc voilà pour la nouvelle fonctionnalité que j'aurais aimé vous montrer, mais qui malheureusement ne fonctionne pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc pour y accéder, vous pouvez aussi y accéder à partir d'en bas, API console. Vous allez tomber sur cet écran, cliquez sur Claim et espérer, à contrario de mon cas personnel, que cette fonctionnalité marche bien, ce qui n'est pas le cas avec moi malheureusement. Donc en toute transparence, je vous montre ce qui marche, ce qui ne marche pas, en espérant que chez vous, vous parviendrez à faire fonctionner cela. Autre élément tout à fait fondamental, que je n'ai vu sur aucune autre vidéo, même si certaines s'autoproclament la meilleure vidéo, le meilleur guide YouTube sur Claude, c'est quand même la question d'analyse vidéo. Donc vous savez qu'avec ChatGPT et Perplexity, lorsque vous soumettez une URL à ces derniers, eh bien l'analyse va se faire de manière très facile, ou simplement en demandant à ChatGPT 4o analyse la chaîne YouTube de Barthélémy Nobili ou autre, eh bien il va vous faire un descriptif assez précis. C'est ce que je vais lui demander précisément ici. Je vais faire 3 tests. Je vais lui demander d'analyser ma chaîne YouTube. Je vais lui soumettre une adresse URL et je vais lui soumettre une vidéo au format MP4 en local, voir si Claude est capable d'analyser une vidéo. Ce qui serait quand même la moindre des choses pour une intelligence artificielle annoncée comme le Messie. On y va. Donc voilà ma requête de départ, elle est très simple. Peux-tu me faire un résumé de la chaîne YouTube de Barthélémy Nobili? Donc là, j'ai essayé 50 000 fois sur ChatGPT. Celui-ci va vous répondre de manière très concrète. On essaye avec Claude. Et voilà, je ne peux pas accéder directement à YouTube ou à des informations spécifiques sur la chaîne de Barthélémy Nobili. En tant qu'assistant IE, je n'ai pas accédé au contenu en ligne en temps réel. Pour vous fournir un résumé précis, j'aurais besoin que vous me donniez plus d'informations sur cette chaîne YouTube. Donc là, moi je suis désolé, il faut quand même passer le cap de la béatitude et de l'admiration par rapport à une intelligence artificielle qui n'est même pas capable de se connecter à Internet. Il faut savoir que la base de données interne de Claude s'arrête à avril 2024, mais on aurait quand même souhaité dans cet univers multimodal qu'une intelligence artificielle censée apparaître comme le concurrent direct de ChatGPT eût été capable de nous fournir une analyse. Donc maintenant, c'est même pas la peine en fait que je procède au test de l'URL, puisque s'il n'est pas capable d'aller sur Internet, eh bien il ne sera pas capable d'analyser une adresse URL que nous allons lui soumettre. Donc la question que je me pose, c'est qu'en est-il si on lui soumet une vidéo au format le plus courant, MP4. Donc déjà, le test il va être vite fait. On va simplement vérifier si au niveau du format, Claude accepte les formats vidéo. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble immédiatement. Donc là, je suis en train de fouiller dans certaines créations que j'ai fait pour mon compte Instagram et vous voyez que le format MP4 est grisé. J'ai essayé avec d'autres formats AVI, MKV, donc cela nous prouve une chose fondamentale, c'est que Claude est incapable de nous fournir un résumé vidéo. Qu'il s'agisse d'une question directe comme analyse la chaîne YouTube de, il n'en est pas capable. Si vous lui demandez d'analyser une vidéo à partir d'une URL, il n'en est pas capable non plus. Et si vous lui soumettez un fichier en local au format vidéo, eh bien c'est encore un coup d'épée dans l'eau. Donc là, sur ce point-là, je regrette, mais c'est vraiment un point négatif qui, je l'espère, va être perfectionné dans les prochains mois. Et toujours dans le même ordre d'idée, si je lui demande « Donne-moi le classement des équipes qualifiées pour les huitièmes de finale de l'Euro 2024 », donc là, on est le 27 juin, donc toutes les équipes
connaissent leurs adversaires. Eh bien, si je lance ma question, voilà ce que Claude me répond. Je comprends que vous souhaitez connaître le classement des équipes qualifiées, tatati tatata. Cependant, je dois vous informer que je ne dispose pas d'informations en temps réel sur cet événement. Donc là, il me rappelle les dates de l'Euro et il me confirme ce que je vous ai dit il y a quelques instants, que sa base de données, du moins la mise à jour liée à cette dernière, s'arrête en avril 2024. Donc moi, je me pose une question quand même. On parle de Claude. Bon, d'accord, il est performant au niveau du texte, au niveau de l'analyse de documents, de PDF, etc. Mais quand même, pour 20 $ par mois, ne pas être capable d'analyser des vidéos ou de se livrer à une question d'actualité et donc dans l'absolu de ne pas être capable de se connecter à Internet, pour moi c'est plus qu'une grosse épine dans le pied lorsqu'on veut promouvoir ce genre de produit. Il faut quand même être cohérent et honnête. On a tous un budget limité et lorsqu'on se pose la question de savoir à quelle intelligence artificielle s'abonner, s'il ne doit en rester qu'une, si vous voulez, eh bien moi je vais vous dire que mon choix va être vite fait et je ne vais pas attendre la fin de cette vidéo pour vous dire que moi personnellement je préfère rester abonné à ChatGPT et Perplexity qui me donnent entière satisfaction. Mais puisque nous sommes là pour une analyse détaillée, je vais quand même vous parler de certains points positifs en toute honnêteté intellectuelle. Donc, pour tester les arcanes de ce Claude, je voudrais nous voilà de retour sur l'interface de Claude. Alors, au niveau des points positifs, ce qui démarque Claude de ses concurrents, c'est la fonction artefact. Donc la fonction artefact, comment la déclencher et en quoi consiste-t-elle? Donc vous voyez qu'ici, mon écran est divisé en deux. Pour activer la fonction, il s'agit de se rendre dans votre plan en bas à gauche, de cliquer sur Feature Preview et d'enclencher la fonction ici. Une fois cela fait, vous allez voir que la génération des réponses est un petit peu différente. Donc là, pour éviter d'être limité au nombre de tokens, j'ai effectué tous mes tests avant de vous les montrer. Donc ici, j'ai demandé à ChatGPT, peux-tu écrire un article détaillé sur l'évolution des espèces selon Darwin et décliner celui-ci en tableau multicolore, évolué et agréable à lire. Donc, lorsque vous enclenchez la fonction artefact, eh bien, Claude va vous générer les réponses dans un deuxième écran situé à droite et en temps réel. Pendant la génération de la réponse, le code va se générer en live sous vos yeux. Donc cette fonctionnalité est très agréable à utiliser, mais vous allez voir que celle-ci n'est pas exempte de gros défauts. Donc, pour continuer avec cet exemple, je vais donc demander, peux-tu écrire un article détaillé sur l'évolution des espèces selon Darwin et décliner celui-ci en tableau multicolore, évolué et agréable à lire. Donc, la première mouture, c'est que Claude m'a donc généré un article complet très rapidement, hein, ça il n'y a pas de problème, introduction, les principes fondamentaux, la variation, etc., etc. Donc ici, pour voir l'évolution des différentes occurrences que me propose Claude, je clique donc sur la deuxième mouture ici, tableau interactif, l'évolution selon Darwin, et effectivement là, Claude est étonnant puisqu'il répond à ma requête. À partir d'un article, il va décomposer cela sous forme de tableau interactif. Donc quand vous cliquez sur variation, vous avez effectivement des caractéristiques liées lorsque vous cliquez sur les boutons. Donc là, c'est très agréable. Vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez faire plein de choses. Ici, en bas, vous avez les différentes versions que Claude vous a générées au fur et à mesure. Donc, on va regarder ça. Donc, variation 1, variation 2. Donc, chaque variation, par exemple ici, cette version correspond à ma requête. Peux-tu le créer sur fond noir avec des couleurs allant d'un dégradé de rouge vers le jaune? Donc là, c'est pareil. Vous voyez, hop. Bon, là, vous voyez, blanc sur blanc, ça ne va pas. Donc là, je vais signifier. Attention, texte blanc sur blanc au niveau du troisième élément. Vous avez tout à fait raison et je vous remercie d'avoir remarqué cette erreur. Donc là, pas de problème. Si je vais visiter la troisième version, eh bien Claude, ici, ne m'a pas corrigé. Il faut attendre la quatrième, voilà. Donc moi, ce qui m'agace un petit peu avec Claude, c'est qu'il ne répond pas de manière directe. Il s'excuse à l'image un peu d'un ChatGPT, mais sans pour autant s'auto-corriger. Et là, je trouve qu'on touche une limite, c'est qu'au niveau de la compréhension, on dirait que Claude fait un petit peu ce qu'il veut en fait. Pour des choses simples, comme un changement de couleur, il galère alors que, paradoxalement, dans le même temps, il est capable de créer des choses très complexes. Et cet aspect des choses est un petit peu déroutant.
Bon, ça, évidemment, on sait que c'est lié, que c'est propre à chaque intelligence artificielle et on ne va pas l'incriminer là-dessus. Donc, vous voyez que pour arriver à ce tableau, j'ai quand même dû lui demander beaucoup de choses. Ensuite, je lui ai demandé si je pouvais l'exporter directement en PowerPoint. Donc, ça n'existe pas encore. Ça viendra dans un futur proche, je l'espère. Et donc, vous voyez que sur ce point, donc, la génération d'un tableau interactif, c'est assez agréable et surtout, ça vous crée des belles présentations. Au niveau du deuxième exemple, alors celui-ci est intéressant. Donc ici, j'ai joint une infographie que j'ai créée et que je vais vous montrer. Donc dans le cadre de la formation ChatGPT que je suis en train de préparer, j'ai créé des documents très détaillés mais en même temps très visuels dans lesquels je retrace les différentes étapes à respecter lorsque vous créez vos prompts. Donc voilà les différents tableaux avec les exemples, des exemples de contextualisation, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et j'ai donc joint dans Claude ce tableau. À partir de là, je lui ai demandé, crée une représentation animée et interactive de ce PDF, de sorte que je puisse l'utiliser de manière plus ludique et plus esthétique. Et je lui ai dit, couleur dominante gris pour le fond, jaune et bleu clair pour le texte des titres. Pour le texte des titres, pardon, et blanc pour le corps de texte. Donc là, c'est assez intéressant. Voilà, donc, à partir du document que je viens de vous montrer, ce que Claude m'a sorti. Donc, la première phase, guide du prompt. Là, je clique sur Next. Je vais sur les bonnes pratiques. Donc là, il n'y a rien à dire. Hein. Claude exécute parfaitement son travail. Je ne suis pas là pour critiquer systématiquement les options de Claude. Bien au contraire, hein, j'essaie de voir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Donc ici aussi, Claude ne m'a pas généré ce que je voulais en termes de couleur au niveau de ma première requête. Donc, vous voyez, j'ai assisté à maintes reprises. Non, couleur grise pour le fond. Ensuite, j'ai eu beaucoup de messages d'erreur, donc je vais vous montrer. Donc voilà la première version qui était déjà assez intéressante. Ici, voilà la seconde version. Alors ici, très important, je vous donne une astuce. Vous allez voir que lorsque vous utilisez la fonction artifact et que vous demandez des choses assez complexes, eh bien ce message apparaît assez souvent. Donc pour régler le problème, il suffit en fait de copier-coller ce texte, de le coller ici et Claude identifiera immédiatement la nature de l'erreur et vous dira oui effectivement j'ai oublié tel ou tel point et à ce moment-là il vous générera dans la plupart des cas ce que vous lui avez demandé. Donc je répète, dès que vous voyez ça, copier, coller et normalement le tour est joué. Donc voici pour la troisième version, encore une source d'erreur. Quatrième essai, donc là il a bien effectuer ce que je lui ai dit, fond gris, etc. Bon, mais le gris ne me plaisait pas. Je trouve qu'il fait un peu terre. Donc, je lui ai demandé, je veux du gris foncé. Donc là, ça n'a pas été respecté. Là, pareil. Là, on est plutôt sur du noir. Et pour, vous voyez, atteindre le gris foncé que je voulais avec le titre jaune, il a fallu quand même que je passe un moment à lui faire comprendre que je veux du gris foncé. Alors qu'une requête simple comme ça, en un claquement de doigts, ça devrait être réglé. Bon, en tout cas, au niveau de la génération et de l'analyse de réponses liées à des PDF, Claude fait bien son travail. Comme je vous l'ai dit, c'est une intelligence artificielle qui retorse, ça veut dire qu'elle ne vous répond pas de manière satisfaisante pour des requêtes simples, et c'est ce qui est un peu énervant, mais on ne va pas, comme je vous l'ai dit, tirer à boulet rouge systématiquement sur chacun des aspects de Claude, puisque dans l'ensemble, au niveau du fond du moins, eh bien ici, il a bien reconnu le PDF que je lui ai soumis, s'est livré à une analyse assez rapide, et me l'a retranscrit, même si ce n'était pas les couleurs que je voulais, assez rapidement. On passe à l'autre exemple. Dans cet exemple, et sur ce point, je me suis basé sur la vidéo d'un jeune américain qui est assez brillant et qui a une analyse assez poussée de l'intelligence artificielle. Je lui ai demandé, créer une architecture de système pour une application web de référencement qui permet aux utilisateurs de télécharger des articles de blog, d'obtenir des recommandations, de mots-clés et d'obtenir un score de retour pour le classement de l'article de blog sur la base des meilleurs critères de classement pour un bon référencement. Et là, j'étais agréablement surpris. Voilà ce qu'il m'a généré. Donc, au niveau du front-end, accueil et navigation,
back-end, etc. Et là, vous voyez qu'ici, il y a une partie du texte qui dépasse là au niveau de l'encadré. Et au niveau des couleurs, je n'aime pas ces couleurs un petit peu pastel. Donc là, il m'explique le processus, pas de problème. Là, je lui ai dit, je le veux sous forme d'infographie claire et colorée. Ensuite, je lui ai dit, rends-le plus esthétique et fais attention que le texte ne dépasse pas des encadrés. Fond gris, texte blanc et couleur en dégradé de rouge vers le jaune. Et effectivement, au niveau du deuxième essai, il a donc respecté précisément ce que je lui ai dit. Donc là, pas de point noir à signaler. Vous voyez que à partir de prompts correctement tapés, vous obtenez à peu près ce que vous voulez. Donc ça, ce prompt, je vous le conseille, hein, créer une architecture de système. Et en fait, c'est une sorte de brainstorming qui va vous donner toutes les ramifications, les différentes parties pour organiser tel ou tel événement, tel ou tel logiciel. Il vous met bien les éléments en évidence. Et sur ce point, il n'y a rien à dire. Dans l'autre test que j'ai effectué sur l'analyse d'un PDF, donc là je lui ai joint un PDF que j'ai créé qui s'appelle le guide du prompt. Donc là je vous mets le lien en description sur la vidéo que j'avais faite à ce sujet à l'époque, le guide du prompt. Donc vous pourrez télécharger ce PDF si vous voulez vous en servir. Alors là, j'ai constaté une chose aussi, dans ces longues heures de tests que j'ai pu effectuer au niveau de Claude, que, et là c'est une règle universelle, c'est que les prompts répondent mieux lorsque vous les tapez en anglais. Mais j'ai remarqué que sur Claude, c'est encore plus accentué. Donc là, je lui ai dit, crée un poster, un papier sur ce PDF, utilise des visuels uniques et une manière plus complexe de voir ces données. Privilégie le mode sombre, donc avec une accentuation jaune et bleue, crée une section de ce poster avec des différentes étapes interactive en fait. Et là c'est très intéressant. Donc je vais vous montrer ce qu'il a généré. Donc là je clique dessus et voilà donc à partir du document que je lui ai soumis, voilà ce qu'il m'a fait. Donc Advanced Prompt Writing Technique, les différents principes clés, donc la double contextualisation, les spécificités, le ton et le style, les différentes itérations, donc toutes les règles liées au prompt, la structure du prompt, une image correspondant à l'image que j'ai mise en illustration dans le PDF et les différentes étapes actionnables en fait qui figurent dans ce PDF. Le seul souci, et là je viens de m'en apercevoir, c'est que le document PDF joint est en français, mais du fait que je lui ai posé la question en anglais, Claude a pris la liberté en fait de retranscrire ce tableau en anglais. Bon, c'est pas très grave, hein. Je peux lui dire traduit, et d'ailleurs on va le faire ensemble. Pour voir la vitesse d'exécution et son niveau de compréhension à ce sujet. Merci de recommencer cela en français. Donc, vous voyez que le code se génère en direct live de manière très rapide et que dans quelques secondes, nous allons obtenir en principe le même poster interactif, si vous voulez, en langue française. Voilà, parfait. Donc là, il n'y a pas de problème. Claude est rapide à partir du moment où il comprend bien ce qu'on lui demande. Et donc, vous voyez que j'obtiens exactement un poster interactif lié à l'analyse d'un PDF. Donc, sur ce point, il n'y a pas de problème. Claude se démarque bien de la concurrence. Autre exemple lié à la productivité, la génération de cartes mentales. Donc là, je lui ai simplement demandé, à partir de rien, merci de concevoir une carte mentale brainstorming sur les 5 grands points, du branding en marketing digital. Et Claude m'a créé cette carte. Donc cette carte, je la trouve sympa, mais elle est vraiment incomplète. Donc je lui ai demandé, pour pousser un petit peu Claude dans ses limites, la carte n'est pas assez complète, crée des ramifications correspondant au sous-contenu et complète-les. Donc là, pas de problème, Claude s'est bien exécuté. Donc on va voir la deuxième version. Et là, je n'ai eu qu'à le recadrer sur cette requête pour qu'il me crée cette image que vous pouvez importer au format SVG. Donc là, vous voyez que si je zoome, voilà, on a les éléments, la cohérence, les messages constants, l'harmonisation des styles, etc. Bon, après, je pourrais lui demander donc de changer les couleurs de la carte mentale, de la présenter différemment. Mais sur ce point, Claude est vraiment efficace.
Mais notez aussi que ces fonctions existent dans ChatGPT, même si on n'a pas le double écran qui se génère et que c'est pas vraiment non plus révolutionnaire en tant que nouveauté, si vous voulez. Ok? Alors ensuite, j'ai procédé à d'autres essais. Donc j'ai vu des dizaines et des dizaines de vidéos en français, en anglais, etc. Et donc les gens trouvaient extraordinaire le fait que l'on puisse générer des personnages en 8, 16, 32 ou 128 bits. Donc là, je lui ai demandé, créer une image 128 bits de Bart Simpson. Voilà ce qu'il m'a pondu, une sorte de goutte d'eau jaune avec un sourire. Donc, je lui ai demandé, je ne vois pas les yeux ni les cheveux en pointe. Donc, voilà ce qu'il m'a créé en tant que deuxième occurrence. Voilà, un ersatz de Bart Simpson qui ressemble plus à une sorte de... qui ressemble plus un peu au symbole house des années 90. Etc. Donc là, je lui ai dit, les cheveux doivent être sur le crâne et pas au milieu du front. Donc là, voilà ce que m'a généré. Donc là, vous voyez, pour des trucs simples, il ne comprend pas, il n'y a rien à faire. Et ça a une tendance fâcheuse à m'agacer. Alors, on va faire un essai ensemble. Je vais lui dire, crée un personnage de Space Invaders en 32 bits, fond noir, couleur personnage rouge et les yeux blancs. On y va. Donc Claude prend en considération ma requête. Le code se génère selon le même principe en direct devant vous. Et voilà donc sur ce point une requête parfaitement exécutée. On retrouve bien un des extraterrestres colonisateurs du jeu Space Invader. Le fond est noir, le fond du personnage est rouge tel que demandé et les yeux sont blancs. Donc voilà, Claude donc vous permet de générer des personnages en 8 bits. Donc tout le monde s'est extasié là-dessus. Bon, je vois pas trop l'intérêt de créer des personnages en 8 bits à part épouser une certaine nostalgie du passé. Bon, en tout cas, on voit que sur ce point, Claude répond bien à nos attentes et on est content, même si on est en droit de se poser la question, l'utilité en fait de la création de tels personnages, mais puisque ça existe, il faut en parler en toute honnêteté. Alors, un des autres avantages que j'ai noté dans l'ensemble des nombreuses vidéos que j'ai compulsées, c'est le fait de pouvoir créer des animations en 3D. Alors, voilà ce que j'ai demandé. À l'aide du code, créer une forme octogonale orange sur fond noir en 3D que je peux faire pivoter sur elle-même au passage de la souris. Donc, pour voir comment cela a fonctionné, je clique ici. Donc, premier essai, message d'erreur. Donc ça pareil, vous le copiez, vous le collez là. Deuxième essai, voilà, un octogone qui ne bouge pas. Donc là, quand je vous dis que Claude est assez têtu, c'est un doux euphémisme. Troisième essai, encore un code d'erreur. Donc, je lui ai dit, marche pas. Rajoute des ombres sur la forme et permet de la faire pivoter. Ici, rien ne marche. Donc, Claude me répond, je comprends votre frustration, je vais modifier le composant pour ajouter des ombres, etc., etc. Mais si je mets bout à bout les minutes où Claude m'a fait perdre mon temps pour obtenir quelque chose de simple, ben ces minutes, je peux vous dire qu'elles correspondent à des heures. Et là, pour un modèle d'intelligence artificielle annoncé comme révolutionnaire, moi je regrette, mais il faut arrêter de prendre des vessies pour des lanternes et dire que tout est génial. Ça ne l'est pas. Et je vous prouve en direct que Claude souffre de graves difficultés de compréhension. Et ça, c'est quand même pas normal lorsqu'on veut figurer à la table d'un ChatGPT, par exemple. Ok? Donc, je continue, recommence. Donc, on va cliquer ici. Alors, voilà la deuxième forme qui m'a créé. Je vais sur cette zone et je vois qu'en effet, la forme bouge en latéralité, mais c'est pas une forme 3D. Donc, je suis allé un petit peu plus loin et je lui dis, crée-moi un cube à la place et prévois la rotation en maintenant le clic gauche de la souris enfoncée. Donc, je vous montre le résultat de cela. La première version, il n'y a rien. La deuxième version, encore error running code. Alors, avouez que
lorsqu'on a ça 3-4 fois consécutivement, on commence un petit peu à perdre patience, ok? Donc là, il n'y a rien. Je comprends votre frustration. Donc là, cube rotatif. Donc là, message d'erreur. Et enfin, un semblant de cube qui vient d'apparaître. Donc je vais dessus. Et voilà, rien ne fonctionne. Donc je descends. Et je lui dis, je vois un triangle plat, inamovible, où il est inscrit carré orange. Je vous remercie pour cette précision. C'est une information très utile, etc., etc. Donc, je vais plus loin. Et ici, alléluia, au bout de longues minutes de crispation, voilà enfin le cube tant espéré. Mais là, je vais demander au clic de la souris, alors que là, le cube est rotatif, mais juste en passant dessus. Donc sur ce point, ce n'est pas respecté non plus. Donc là, je lui dis, en anglais hein, bien sûr, parfait, mais je veux un cube de différentes couleurs, avec aucun texte écrit dessus. La rotation doit être simplement enclenchée en maintenant le clic gauche de la souris ou du pad. Ok? Donc là, je clique dessus. Et enfin, en cliquant sur ma souris, j'obtiens le tant désiré cube en 3D. Donc moi, sur ce point, j'ai quand même une critique à émettre. C'est que quand les gars vous présentent des vidéos, il y a quand même une certaine hypocrisie là-dedans. Parce que on a plusieurs cas de figure. Vous avez les gars qui vous présentent des vidéos, 2 vidéos tournées par l'équipe officielle de ChatGPT, de Claude, etc. Donc des trucs qu'ils n'ont pas testés. Deuxième cas de figure, je vois des vidéos où les gens opèrent des tests très rapides sans nous signifier les défauts qu'ils ont pu trouver sur la route. Donc il y a la chaîne d'un petit jeune que j'aime bien, le pauvre. Je ne vais pas le balancer, mais il y a des trucs qui m'agacent. Donc le petit jeune, il nous montre comment créer un jeu. Et ensuite, il nous dit, j'ai fait la même chose avec Tetris. En cliquant simplement, j'ai créé un jeu Tetris. Et il dit, bon, je ne vous montre pas le résultat de cela, mais ça marche très bien. Donc moi, qui suis un peu maniaque et tout, j'ai dit, ben écoute, pas de problème. Je vais copier le prompt qu'a cité ce petit jeune pour voir si le jeu Tetris se crée. Eh bien, vous imaginez bien que si Claude galère à me générer un cube en 3D, eh bien Tetris, moi, avec le prompt, je n'ai jamais vu l'ombre d'un commencement de Tetris. Donc faut arrêter les gars, arrêtez de faire croire aux gens n'importe quoi et procéder à des tests sérieux avant de nous soumettre vos vidéos. On en a ras-le-bol des approximations. Donc voilà le petit coup de gueule sur ces vidéos approximatives. Attention, hein, je ne dis pas que je suis le meilleur du monde, hein, loin de là. On ne joue pas au concours de qui c'est qui est la plus grosse, mais quand vous faites des vidéos, ayez au moins la décence et l'honnêteté de procéder à des tests sérieux, ok? Donc, on va un petit peu plus loin et justement, on va voir ce problème des jeux. Donc là aussi, on nous annonce en grande pompe que Claude est capable de nous créer des jeux. Et c'est vrai, il n'y a pas de problème. Mais bon, on est bien d'accord qu'il s'agit de jeux auxquels on ne joue plus depuis des lustres, en 3D assez basique, et qui ne fonctionnent pas forcément bien. Alors là aussi, j'ai vu quelqu'un qui a dit, voilà, j'ai créé un jeu de casse-briques, c'est génial, c'est impressionnant et tout. Oui, mais tu nous as montré le jeu juste au début, parce que moi, le casse-briques, je l'ai testé, et je vais vous montrer ce que je rencontre comme problème. Donc voilà ce que je vais demander. Crée un jeu de briques avec des briques multicolores fonctionnelles et jouables dans le format que tu estimes le plus performant. Je clique sur ce que j'ai créé, et effectivement, voilà, on a un jeu de casse-briques. Sauf que quand je clique sur les flèches gauche et droite du clavier, ben celle-ci ne fonctionne pas. Donc là, on a une sorte de mouvement perpétuel avec une balle qui touche toujours la même brique, voilà, et qui forme une boucle. Donc, qu'on me dise que Claude est capable de créer des jeux, oui, mais c'est pas en cliquant 2 phrases que le jeu va fonctionner correctement. Je vais plus loin en vous prouvant ça. Donc je lui dis, les flèches ne fonctionnent pas. Je vous prie de m'excuser. Bon, au bout d'un moment, on en a ras-le-bol qui s'excuse tout le temps. Nous, on veut qu'il réponde à notre question. Alors, voilà ce qu'il m'a créé. Donc là, dans le deuxième cas, les flèches ne marchent pas non plus. Troisième cas, les flèches ne fonctionnent pas non plus. Mais par contre, ici, le pad, parce que j'utilise un pad, hein, fonctionne. Donc là, le jeu de briques fonctionne, pas de problème. Mais dans la mesure où vous êtes le maître du jeu
ce n'est pas à l'intelligence artificielle de vous imposer ce qu'elle veut. C'est à vous, grâce à l'habileté de vos prompts, de générer le résultat recherché exactement comme vous le souhaitez. Donc, je lui ai dit, au bout d'un moment, peux-tu le rendre plus esthétique et intégrer du son? Bon, le son, je ne l'ai jamais entendu, hein. Bon, ça c'est encore une parenthèse. Et je lui ai dit, la barre doit être blanche, il n'y a pas de son comme je l'ai demandé, prévois un système de difficulté progressive et prévois 3 tentatives dans une seule partie. Le nombre de briques doit être plus conséquent. On y va. Résultat des courses. Voilà, c'est joli. Le pad fonctionne, mais le truc c'est que je trouvais que la brique, pour un premier niveau, allait assez vite. Ok? Donc pas de problème. Mais là, vous voyez, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, lorsque je réussis à repousser la balle, eh bien, le jeu se génère. Ça veut dire qu'au bout de 4 ou 5 fois où je réussis à renvoyer la balle, les briques se régénèrent. Et donc, du coup, c'est complètement tronqué le truc, puisque si je dois recommencer à chaque fois, je vois pas l'intérêt de péter 3 briques et de recommencer le jeu. Donc là aussi, c'est pas au point, je suis désolé. Donc là, je vous montre la suite de mes essais. Donc là, ça fonctionne. La balle est beaucoup plus lente, ce qui correspond à un niveau 1. Mais vous allez voir qu'au bout d'un moment, on va retrouver le même problème. Voilà, la balle va commencer à casser les briques. Et au bout d'un moment, donc je ne sais pas quand ça va survenir, mais ça va survenir, eh bien le jeu va se réinitialiser et vous allez devoir être capable de générer une nouvelle partie. Alors, qu'on me dise, oui, Claude est capable de générer des jeux à partir du code, oui, mais dès que l'affaire se complexifie un peu, si vous n'avez pas, voilà, vous voyez, hop, ça s'est réinitialisé, donc c'est un peu énervant au bout d'un moment. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous n'avez quand même pas quelques notions minimum de code, eh ben, l'intelligence artificielle, au bout d'un moment, déconne, littéralement, d'accord? Donc voilà, le son n'est jamais parvenu, le jeu se réinitialise, et ensuite, autre cas de figure, après lui avoir dit moins vite pour le niveau 1, c'est trop rapide, pas possible le son, le bouton de départ ne lance pas le jeu, donc là voilà, il m'a donc rendu le jeu un petit peu plus complexe, m'a permis donc de créer un bouton de départ pour commencer le jeu, sauf que là aussi j'ai passé presque 1 heure à lui faire comprendre que je voulais que le jeu démarre, mais vous voyez que quand je clique dessus, rien ne marche. Je lui ai dit toujours pas. Donc là, vous voyez, je clique dessus, je lui ai dit réveille-toi et fais ton job. Toujours rien. Au bout d'un moment, j'avais presque envie de l'insulter tellement c'est frustrant. Comment est-il possible que tu ne parviennes pas à exécuter une requête simple? Je vous présente mes plus sincères excuses. Alors au bout d'un moment, les excuses, on en a ras-le-bol, vous voyez. Nous, on veut le résultat. Et là, pareil, voilà, le jeu ne démarre jamais. Et donc, je lui ai dit, toujours rien, tu es nul. C'est pire, comment est-ce possible? Donc, au bout d'un moment, quand on me dit que tout marche bien, faites des tests poussés et arrêtez de prendre des gens pour des couillons. Ok? Donc, les jeux, oui, vous pouvez créer des jeux, bien sûr. Vous pouvez créer des jeux classiques, le Pong, etc. Mais j'ai fait des essais. Aucun n'a été vraiment concluant. Comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, quand j'ai essayé de reproduire le jeu que le petit jeune citait en disant ça marche bien, c'est faux. Donc arrêtez de prendre les gens pour des idiots. Merci. Ensuite, après multiples déceptions répétées, j'ai quand même réussi à générer un truc que j'ai fait tout seul, dont je ne me suis pas inspiré à partir d'autres vidéos. Je lui ai dit, simule les planètes du système solaire en mode HTML en plusieurs couleurs, avec la possibilité de rendre ces planètes amovibles et compatibles avec la fonction artefact. Ok? Donc là, voilà le premier jet, je dirais, le système solaire. Bon là on se croirait dans un système psychédélique après avoir pris trop de drogue. Donc c'est illisible et non fonctionnel. Désolé, machin. Ok, allez, on y va. Qu'est-ce que tu nous as proposé en deuxième Voilà, donc là, voilà la simulation du système solaire. Bon, c'est pas mal, hein. Bon, après, c'est pas non plus d'un haut niveau esthétique. Donc là, toujours en anglais, je veux reproduire l'axe de la rotation de la Terre autour du Soleil, mais avec la possibilité de bouger la Terre moi-même, et le tout dans un espace tridimensionnel. Et c'est là que c'est bizarre, c'est que comme je vous le dis, Claude réussit à exécuter des tâches complexes, et pour des trucs de base,
des erreurs qu'on ne voit plus depuis 1 an et demi dans ChatGPT, ben ici, on a l'impression de se réveiller en fait avec un peu une gueule de bois, si vous voulez. Donc là, voilà le mouvement de la Terre autour du Soleil. Bon, c'est pas très joli, mais on avance. Ça correspond grosso modo à ce que j'ai demandé. Donc à partir de là, je lui ai demandé, peux-tu rendre l'ensemble esthétique en rajoutant la Lune et en permettant, grâce à un curseur, de ralentir ou accélérer la vitesse des planètes. Donc, je vous montre. Donc voilà le curseur. Vitesse de rotation. Le problème, c'est qu'il y a le curseur, mais la Terre a disparu. Donc, vous voyez que au bout d'un moment, on se dit, mais tu nous prends pour des idiots. Donc là, je lui ai dit, désolé, mais je ne vois que le Soleil. Allez, on s'excuse une nouvelle fois. Simulation 3D, Terre, Soleil et Lune. Pareil, toujours rien. Bon. Donc, je suis allé plus loin. Toujours pas bon. Etc., etc. Donc là, il s'excuse une nouvelle fois. Et enfin, ça y est, on a donc la Terre qui tourne autour du Soleil et la Lune qui tourne autour de la Terre. Là, effectivement, on peut jouer sur la vitesse de rotation. Là, il n'y a pas de souci. Et donc là, ce que je lui ai simplement demandé, parfait, parce que c'est un peu illisible, mais ça, c'est pas sa faute, hein, c'est la mienne. Parfait, peux-tu donner à la Terre une couleur plus claire, permettre un zoom sur l'ensemble? Et là, enfin, j'ai obtenu à peu près ce que je voulais. Voilà, la Terre est un petit peu tridimensionnelle, donc avec cette espèce de dégradé radial au centre. Ici, les touches répondent bien, zoom avant, zoom arrière. Bon, c'est inversé, mais ça, c'est pas grave, on va pas chipoter non plus. La vitesse de rotation fonctionne bien. Ensuite, je lui ai dit, peux-tu créer des étoiles en fond et rendre le tout plus esthétique? Donc là aussi, il l'a fait. Voilà, là j'aime bien, vous voyez, là ça commence à avoir de la gueule. Donc là il m'a créé une sorte de rayonnement que je n'ai pas demandé, mais c'est vrai que là, rien à dire, chapeau, tout fonctionne bien, la vitesse de rotation, voilà, est opérationnelle, le zoom est opérationnel aussi, il n'y a pas de souci. Alors qu'est-ce que je vais demander après? Est-il possible de rajouter un compteur dans un texte blanc qui précise les heures de la journée correspondant à l'axe de rotation de la Terre? Et là, pas de problème. Voilà, j'ai bien mon compteur correspondant au cycle de 24 heures d'un jour complet. Ici aussi, tout fonctionne bien. Donc là, j'ai été plutôt séduit. Donc là, dans ce cas, c'est quand même normal de répéter les gammes parce que la procédure est un petit peu complexe. Et après, je lui ai dit, rajoute des étoiles scintillantes dans le fond. Alors, il les a rajoutées. Elles sont pas flagrantes. Mais si je zoome, enfin, pas sur cet essai, dans le dernier, effectivement, des étoiles ont été générées. Donc là, pas de problème. Il faut être juste. Et ici, dans cette tridimensionnalisation, tout fonctionne bien. Donc cela ouvre des perspectives intéressantes pour les fans de trigonométrie, de géométrie, d'espace. Vous pouvez faire plein de choses, ça, il n'y a pas de problème. C'est vrai que ici, la fonction artifacts de Claude prend vraiment tout son sens et nous séduit plutôt. Alors, dans le même ordre d'esprit, ce qui m'a plu aussi, c'est la fonction qui tend à animer en fait des images que vous soumettez à Claude. Donc ici, je lui ai soumis une image basique d'un système neuronal et je lui ai dit simule le mouvement de l'information à travers ce réseau neuronal en images en utilisant des images animées et réactives. Bon là, je me suis trompé. Donc voilà le premier jet. Erreur, donc là pas grave, hein, vous copiez le code comme je vous l'ai dit, ça arrive assez souvent. Donc ici, j'ai copié à partir de là la source de l'erreur. I apologize, j'ai jamais eu autant d'excuses de ma vie dans une intelligence artificielle. Je descends, rajoute les valeurs input, vérifie que les valeurs soient bonnes, crée une animation plus grande avec des couleurs moins claires. Et voilà ce qu'il m'a créé. Voilà, alors au début, c'était pas très joli, mais vous voyez que l'animation fonctionne bien, nous rend en fait la visualisation de ce réseau neuronal beaucoup plus riche et agréable visuellement. Donc voilà, l'ensemble est présenté de manière animée à partir d'une simple image et ça c'est plutôt séduisant. Et là il m'a fallu que 2 ou 3 essais donc pour que Claude me fournisse ce que je veux. Donc là c'est particulièrement intéressant parce qu'à partir d'images, vous pouvez donc demander à Claude de simuler plein de choses donc dans le domaine scientifique. Lorsque vous avez des images d'aplats en fait que vous voulez animer, là c'est vraiment parfait, je n'ai rien à dire sur ce plan-là.
Alors ensuite, une fonctionnalité qu'on retrouve également dans ChatGPT, c'est le fait, ça vous avez dû sûrement voir pas mal d'exemples sur ce point concernant ChatGPT 4o et Claude, c'est le fait en fait de soumettre à Claude le plan d'un site web, qu'il s'agisse d'une page que vous avez dessinée à la main sous forme de croquis ou ici d'une page correspondant à une copie d'écran. Donc ce que j'ai fait, alors je vous donne une petite astuce sur ce sujet, c'est que si vous voulez opérer une copie d'écran d'un site web, vous allez être systématiquement bloqué au niveau des limites de votre écran. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de télécharger un plugin qui s'appelle Fireshot et qui vous permet en fait de copier la totalité de votre écran. Ça va être très simple ce que je vais vous montrer. Je vais aller sur la page du site web dont j'ai effectué la copie d'écran. Donc c'est un site web que j'ai fait moi-même, donc je vais vous montrer. Donc voilà le site en question. Donc c'est un restaurant sur la Côte d'Azur. Donc vous voyez que quand je descends, la page d'accueil s'étend en longueur. Et là, si j'effectue une copie d'écran avec mon Mac ou avec votre PC, ben, je n'aurai que la partie visible. Retenez bien cette astuce liée à ce plugin parce qu'elle est très utile. Donc là, vous allez télécharger Fireshot. Fireshot va apparaître dans vos extensions Google. Les extensions Google sont toujours ici au niveau de la petite pièce de puzzle. Donc une fois votre capture d'écran effectuée, je me retrouve sur Claude. Je lui ai donc soumis cette image selon la méthode que je viens de vous montrer, et je lui ai dit, peux-tu te baser sur l'image et reproduire sous forme de code HTML5 et CSS, le CSS ça correspond à la mise en forme, la même structure pour pouvoir la coller dans mon WordPress. Et là, agréable surprise, en 2 temps, 3 mouvements, voilà la structure du site que j'ai soumise et certains éléments du contenu a été parfaitement retranscrite, reproduite par Claude. On a le titre, on a les liens, on a la longueur, largeur du bandeau, on a la première phrase introductive, les images et leur taille respective telles que présentes dans le site. Ça c'est vraiment super. La phrase correspondant au bas de page, le bouton, et voilà, il est quelques phrases qui sont censées figurer en bas du site. Donc là, pas de problème, tout fonctionne bien. Bon, c'est pas révolutionnaire, hein, ça existe depuis quelque temps déjà dans ChatGPT. Alors là où j'étais aussi agréablement surpris, c'est qu'à la fin de cette génération, Claude me demande, certes en anglais, mais il me le demande quand même, voulez-vous que je vous explique chaque part du processus permettant d'intégrer ce code dans votre site WordPress? Je lui ai dit oui en français, et là donc il me précise voilà tous les éléments à copier au niveau du PHP, au niveau de tous les codes possibles et imaginables. Et si vous voulez voir le code, ici vous avez la preview et vous pouvez toujours switcher entre le code et la prévisualisation de la page rêvée de votre futur site web. Donc sur ce point, rien à dire, tout est parfait et cool de source. Alors ici, on en vient au dernier test que j'ai effectué qui consiste en l'analyse de données qui sont à l'origine, si vous voulez, de la création de tableaux modulables. Donc ici aussi, petit point, je suis depuis longtemps la chaîne du grand expert également autoproclamé de l'intelligence artificielle, Monsieur Ludo Salen, que j'adore, que je suis depuis de nombreux mois et qui nous a apporté beaucoup de choses. C'est que dans sa dernière vidéo sur Claude, il dit c'est emmerdant parce que, et oui, le format Excel n'est pas accepté dans Claude. Donc vous savez que le format Excel génère l'extension .xlsx et qu'effectivement celle-ci n'est pas compatible dans Claude, ce qui est quand même assez aberrant. Mais ici, et avec tout le respect que je dois à Monsieur Salen, il suffit d'aller dans Excel, de faire fichier enregistrer sous et d'enregistrer vos tableaux en .csv, qui est le format, si vous voulez, de lecture des données plus universel. Donc là, c'est un faux problème en fait. Donc, c'est vrai que le format XLS n'est pas pris en compte, mais avec un peu de jugeote et en transformant le CSV, le problème est réglé. Vous n'aurez aucune différence entre un tableau au format XLS et au format CSV. Cette parenthèse étant faite, je vous montre le tableau que j'ai soumis à Claude pour pouvoir créer
le tableau final. Enfin, le graphique final pour être tout à fait précis. Donc voilà, pour l'exemple, j'ai créé un tableau assez basique. Donc vous avez les 12 mois de l'année, les revenus générés par mois et les différents produits ayant occasionné ces revenus. Donc je le répète, hein, là ça tombe sous le sens. Hein, si le format Excel n'est pas compatible, fichier, enregistrer sous. Et ici, au lieu de choisir le format par défaut, vous choisissez le format .csv et vous pourrez donc soumettre vos tableaux créés sur Excel sur Claude. Donc BABA bureautique de base. Donc voilà le tableau. Et il y a un truc important, c'est que si vous voulez que Claude, à partir de tableaux à ce format, se livre à une meilleure analyse, demandez-lui systématiquement convertir ce tableau en JSON. Donc avec ce type de code, Claude va beaucoup mieux interpréter les données soumises et une fois qu'il s'est livré donc à la transformation de format entre le CSV et le JSON, je lui ai demandé rajoute les valeurs input, vérifie que les valeurs soient bonnes, crée une animation plus grande avec des couleurs moins claires. Donc je vous montre ce qui a été occasionné. Donc là, graphique interactif des revenus et voilà donc classique. Bon. La première erreur générée, donc ensuite il m'a créé une deuxième occurrence, voilà, donc là, parfait, mais c'est pas le type de tableau que je lui ai demandé. Ce que je lui ai demandé, c'est ça, créer un graphique linéaire interactif à deux axes à partir de ces deux points de données, revenus et produits. Bon là j'ai fait une erreur, l'axe des X étant le mois, utilise un graphique, donc plotly.js, donc ça c'est un petit format lié à l'intelligence artificielle qui lui permet de générer ce genre de graphique pour que nous puissions survoler ces éléments sur le graphique et qu'il soit interactif. Donc il m'a dit voici un graphique linéaire interactif à deux axes, donc celui-ci. Alors là par contre, là où il faut saluer le travail effectué, c'est qu'en passant, voilà, on a effectivement tous les points où les revenus ont été générés, donc tout fonctionne bien, mais ce n'est pas ce que je lui ai demandé. Donc, je vais un petit peu plus loin. Attention, le graphique doit être à deux axes. Et je vais vous montrer en fait le temps que j'ai mis pour enfin générer ce satané tableau graphique à deux axes. Donc, la troisième occurrence, la deuxième, c'était celle-ci. C'est pas ce que je lui ai demandé. Bon, après, c'est vrai que c'est interactif. Hein. Troisième, encore une erreur. Ici, c'est pas mal, mais c'est pas ce que je lui ai demandé. Et ici, on n'a pas la nature des produits. J'avais mis web, j'avais mis carte de visite, j'avais mis flyer. Donc là, incomplet. Ça, ce n'est pas un tableau à deux axes, bien qu'interactif. Et il m'a fallu donc encore suer pour obtenir mon tableau à peu près comme je le voulais. Bon, ici, voilà, au niveau ergonomique, les différentes courbes sont désignées par leur couleur, donc là ça fonctionne pas mal. Donc ça en fait ça ressemble plus ou moins à la dernière fonction qui est apparue il y a plus d'un mois sur ChatGPT 4o qui permet de se connecter à Google et à Google Drive et d'interpréter les tableaux. Donc là rien de révolutionnaire non plus. Et ici aussi, je suis désolé de le dire, mais ChatGPT 4o répond de manière beaucoup plus rapide et comprend beaucoup mieux les instructions qu'on lui communique, même si c'est vrai, cette fonction artefact a un potentiel assez intéressant. Le point qui soulève notre intérêt, c'est l'équivalent des GPTs sous Claude. Donc vous savez que les GPTs sont des chatbots que vous créez afin de faciliter votre flux de travail sur tel ou tel point. Donc ici, les GPTs sont nommés projects. Donc là, vous allez simplement dans project, create project. Et ici, j'ai procédé à deux essais qui fonctionnent, il faut le dire assez bien. Donc là, au niveau de la conception, vous faites simplement sur quoi travaillez-vous. Donc là, on va lui dire funnel de vente, décrivez votre projet, etc., etc. Qu'est-ce que vous essayez de faire? Là, je vais lui dire créer un funnel de vente. Là, je vais cliquer sur Create Project. Et là, on se retrouve au niveau terminologique du moins avec un élément que vous connaissez déjà dans ChatGPT
il s'agit des instructions personnalisées. Donc là, pour que vous puissiez procéder à la création d'un GPT efficace, c'est ici qu'il va falloir entrer vos instructions. Donc là, je vais lui dire, selon le thème tapé, je veux que tu crées un funnel de vente et un email de confirmation. Donc je ne vous le fais pas ici parce que je l'ai déjà fait, mais c'était pour vous montrer la méthode. Donc là, je ne me suis pas fait suer, je dirais. J'ai repris le contenu de 2 prompts grâce auxquels j'avais déjà créé des GPTs dans ChatGPT. Donc là, je retourne dans mes projets. Donc voilà, My Funnel. Donc là, c'est le GPT que vous voulez utiliser pour que ça fonctionne. Donc, je clique dedans. Et là, on va lui dire, je veux un GPT, par exemple, sur un cours Photoshop initiation. Donc là, il est censé me créer les phrases d'accroche liées au funnel de vente, l'email de confirmation et l'email qui valide en fait l'inscription de l'utilisateur à la formation. Je lance la machine et ici, voilà, pas de problème. Claude respecte parfaitement ce qu'on lui demande de manière assez rapide. Donc là, voilà l'accroche, la phrase choc, le vrai problème, la vraie solution, bref, des ruses de copywriting typiques des funnels de vente, avec la précision quant au contenu du cours, les témoignages, donc ça évidemment il faudra compléter avec vos informations personnelles, la garantie, et il vous génère aussi des FAQ, donc les questions les plus fréquemment utilisées. Donc vous voyez en quelques secondes, voilà. Et ensuite vous avez la configuration et l'email de bienvenue. Donc vous avez un email tout fait sur la page de configuration. Après l'email de configuration, vous avez l'email de confirmation. Donc rien à dire, hein, les GPTs fonctionnent très bien. Mais bon, avouez que ils sont assez minimalistes par rapport à ceux qu'on peut créer sous ChatGPT. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas de possibilité de créer des boutons, de lui demander de générer des images, donc plein de trucs qui manquent. Mais c'est vrai que ces derniers fonctionnent pas mal. J'en ai fait un deuxième, mon script YouTube. Donc là, créer le meilleur script pour votre vidéo YouTube, je le lance. Donc là, il suffit que j'intègre en fait, que je précise le thème de ma vidéo YouTube. Donc là, le thème de ma vidéo YouTube, c'est Claude Sonnet 3.5. On va lui dire à la découverte de Claude Sonnet 3.5. Je lance la machine. Et là, normalement, vous allez avoir la description minute par minute, en fait, du script vidéo conseillé. La manière de vous exprimer dans l'introduction, avec le temps spécifié, ce que vous devez dire à partir du thème tapé. Voilà, donc, hein, le script est parfaitement exécuté. Musique d'introduction énergique. Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on plonge dans le monde passionnant du marketing sur les réseaux sociaux. Stratégie 1, stratégie 2, etc., etc. Alors là, encore un élément qui ne marche pas, c'est que dans le corps du GPT, je lui ai demandé de me générer les tags les plus compatibles SEO par rapport au script vidéo limité à 500 caractères. Ça, rien à faire, hein. J'ai essayé, il ne le fait pas. Donc là, je vais simplement lui dire « et les tags », comme une sorte de rappel à l'ordre. Voilà, encore une excuse. Voilà les tags, donc je vais dire séparés par des virgules, de sorte à ce que je n'ai que les copier dans ma vidéo. Donc voilà, pour cette analyse détaillée assez précise sur l'ensemble des fonctionnalités liées à ce Claude Sonnet 3.5. Donc en guise de conclusion sur la sortie de cette dernière version de Claude Sonnet, vous avez bien compris que je ne fais pas partie de la ligne dominante des spécialistes de l'intelligence artificielle et autres utilisateurs qui ont accueilli Claude à bras ouverts. Sur les titres de vidéos de figures adoubées de l'intelligence artificielle, on a pu voir des adjectifs comme bluffant, ChatGPT 4o dépassé par Claude et des formules dithyrambiques de la sorte. Eh bien, je suis désolé, mais vous avez vu au long de cette vidéo que plein de choses ne vont pas. Et je vais vous préciser une ultime fois pourquoi, selon moi, cette version de Claude Sonnet est un peu un pétard mouillé. La première chose, et on va parler d'abord des aspects positifs, c'est que c'est vrai que la fonction artefact de Claude est séduisante. Le fait de pouvoir
doubler votre écran et de voir une génération en direct s'effectuer sous nos yeux avec les différents axes qu'on peut améliorer en direct, c'est vraiment séduisant. Le problème, et vous l'avez vu, c'est que dans l'absolu et dans la pratique réelle, il y a encore trop de bugs. Claude ne parvient pas à comprendre des requêtes simples qui me rappellent en fait tous les défauts qu'on retrouvait dans le ChatGPT d'il y a un an et demi et qui se retrouvent ici. Le deuxième élément, c'est que pour que Claude Sonnet soit parfait, il faudrait un minimum de base. Pouvoir se connecter à Internet, pouvoir générer des images, être capable de lui soumettre un format vidéo, ce qui n'est pas le cas. L'aspect multimodal n'est pas respecté. Et ce n'est pas l'artefact qui est un peu l'arbre qui cache la forêt qui vient améliorer cela. Ce que je veux dire par là, c'est que pour les gens qui se demandent est-ce que je dois m'abonner à Claude, est-ce que je dois m'abonner à ChatGPT, je parle des gens qui sont indécis en fait dans le choix de vous abonner à une intelligence artificielle, moi, et je vous dis ça subjectivement, ne vous abonnez pas à Claude 3 Sonnet parce que pour les raisons que je viens de vous mentionner, vous allez vous retrouver face à une intelligence artificielle récalcitrante qui refuse ou qui a du mal à comprendre ce que vous lui demandez, l'aspect multimodal qui n'est pas respecté, on est quand même à la moitié de 2024 et toutes les intelligences artificielles basiques se connectent à Internet, ce qui est quand même la moindre des choses, permettent l'analyse de vidéos et là c'est pas respecté. Donc ici, si vous voulez vous faire les dents sur Claude, continuez d'utiliser les versions classiques, non payantes, et qui vous permettront largement d'effectuer vos tests et de vous faire une idée plus concrète de l'utilisation de Claude dans sa globalité. Autre précision relative à la grande masse de vidéos que j'ai pu voir sur YouTube, sans me prendre pour quelqu'un que je ne suis pas, les gars, il faut arrêter de faire des vidéos basées sur des vidéos filmées par l'équipe en fait de l'intelligence artificielle qui montre tous les bienfaits et les avantages de cela, alors quand dans l'absolu, on a vu que cette dernière était truffée de défauts. Arrêtez de faire croire aux gens que tous les tests sont fructueux alors que certains sont vraiment approximatifs. Moi, par exemple, je n'hésite pas à montrer mes ratés. Ceux qui me suivent sur cette chaîne, parfois en rigolent, mais moi, lorsque je teste quelque chose, vous savez que je le fais à fond et que j'assume mes ratés même en direct. Si certains points me plaisent, je le dis. Si d'autres ne me plaisent pas, je vais le dire aussi. Alors la manière dont je m'exprime, ça peut faire un peu arrogant ou tête de nœud, mais cela contribue à créer un climat de confiance qui ne consiste pas à adouber en fait tout ce qui sort comme étant la panacée, la perfection. Non, quand quelque chose ne va pas, il faut le dire. Et dans ce Claude 3 Sonnet, la masse des choses qui ne vont pas est pour moi bien supérieure aux choses qui vont bien. Lorsque vous voulez investir dans une intelligence artificielle ou tout autre produit, je vous conseille d'investiguer sur YouTube, de regarder plusieurs vidéos, de voir et de mettre de côté celles qui vous paraissent le plus pertinentes et de vous faire votre propre avis basé sur vos propres tests. Parce que si vous ne comptez que sur les tests des autres, vous risquez parfois d'être fortement déçu. Et en fait, le dernier axe de réflexion qui est basé sur une constatation générale qui m'agace fortement, c'est qu'en fait, on se situe dans une sorte de course à l'armement, c'est-à-dire que chaque intelligence artificielle dans n'importe quel domaine, les chatbots type ChatGPT, la génération de vidéos, la génération de musique, eh bien en fait, il y a tellement de concurrence que, et c'est mon avis, toutes ces grosses boîtes de peur de se faire dépasser n'hésitent pas en fait à sortir des versions bêta qui ne sont pas encore finalisées pour dire « Salut les gars, je suis là, ne m'oubliez pas ». Alors que quand vous sortez un produit, même si on sait que les intelligences artificielles sont un peu récalcitrantes, imparfaites, et tant mieux j'allais dire, essayez un peu de peaufiner l'ensemble, quoi. Ne vendez pas des abonnements à 20 € par mois ou plus sur des intelligences artificielles dont vous êtes vous-même responsable. Donc ce que je veux dire par là, et là je m'adresse aux concepteurs de tous ces programmes, c'est qu'avant de sortir des intelligences artificielles destinées à un grand public qui n'est pas habitué aux veilles technologiques et qui vont être un petit peu avides de nouveautés, arrêtez de sortir des versions qui, sur des fonctions basiques, fonctionnent mal. Alors, dans le domaine, par exemple, de la génération audio, etc., avec des logiciels comme Suno ou Udio, bon, on n'a pas toujours les résultats escomptés, mais
à la limite, ça c'est pardonnable. Mais quand vous utilisez des applications entre guillemets professionnelles, telles que les chatbots, qui sont quand même censés vous donner un coup de main moyennant finance, et que l'intelligence artificielle ne comprend pas des requêtes basiques, c'est quand même un peu inquiétant et surtout ça frise la malhonnêteté. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je pourrais vous dire que même si je trouve donc Claude 3 Sonnet assez intéressant malgré ses faiblesses, la conception de cette vidéo s'est faite dans la douleur. Cette version de Claude 3.5 Sonnet me rappelle un petit peu, vous savez, cette scène de Tintin, je pense que c'est dans le Crabe aux pinces d'or, où on voit le capitaine Haddock et Tintin en train de mourir de soif. Le capitaine Haddock, au sommet d'une dune, aperçoit un oasis, et arrivé au sommet de cette dune, l'oasis tant espéré fait place à un squelette de chameau. C'est un peu ce que m'inspire en fait cela. On nous promet la 7e merveille du monde, on se retrouve en fait confronté à une sorte de forme séduisante mais vide, assez creuse, au potentiel énorme, c'est vrai, mais quand on achète, qu'on investit dans une intelligence artificielle, même si celle-ci a du potentiel, eh bien nous, on veut une utilité pratique, immédiate et surtout fonctionnelle. C'était Barthélémy. J'espère que ma vision critique des choses ne vous a pas choqué, mais de temps en temps, il faut dire les choses telles qu'elles sont et arrêter la langue de bois. Je vous souhaite une excellente journée et une excellente semaine et on se retrouve très bientôt autour de vos thèmes préférés. Ciao!